Bonjour à tous et bienvenue à notre webconférence sur le vaste sujet du bail commercial. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Mylène Volpiec, ambassadrice chez Jury Travail et je suis accompagnée aujourd'hui de notre juriste experte Adjara Laya. Bonjour Adjara. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes et plus de 700 avocats qui, chaque jour, décryptent pour vous l'actualité juridique et rédigent des dossiers thématiques, des modèles de lettres ou de contrats pour vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Nos experts vous accompagnent quelle que soit votre démarche et quel que soit le domaine de droit concerné. Aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, plus de 3000 entreprises nous font confiance et utilisent nos services quotidiennement, services que nous avons conçus spécialement pour les professionnels et pour les entreprises. Donc, quels sont-ils? Nos services, nous avons créé 2 formules qui vont vous permettre de contacter un juriste quand vous souhaitez et de lui poser les questions dont vous avez besoin, quel que soit le domaine de droit. Vous pourrez bien évidemment, grâce à nos formules, accéder à l'ensemble de notre base documentaire, donc tous nos dossiers thématiques, nos modèles de lettres, nos modèles de contrats qui sont mis à jour quotidiennement par nos juristes. Et bien évidemment, profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement à l'issue de notre webconférence à aller sur le site de Jury Travail, découvrir nos formules et choisir celle qui correspond le plus à vos besoins et à celle du coup de votre entreprise. Adjara, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, donc avec le bail commercial. Qu'est-ce que le bail commercial très rapidement? Adjara vous fera une définition un petit peu plus complète tout à l'heure. C'est avant tout un contrat de location conclu entre le propriétaire du local, d'une part, et le locataire à des fins commerciales, artisanales ou industrielles. Nous allons voir du coup ensemble comment le conclure, quelle est sa durée, comment le résilier. Nous allons vraiment voir chronologiquement comment se passe la conclusion d'un contrat, d'un bail commercial. À l'issue de la présentation d'Adjara qui va vous détailler tout ça, nous répondrons à vos questions que je vous invite vivement à poser dans l'onglet « Questions » que vous avez en bas à droite de votre écran. Si nous n'avons pas le temps de traiter toutes vos questions, vous pourrez les poser gratuitement sur notre site. Nos juristes seront ravis de vous répondre en 24 heures. Elodie vous enverra le lien par chat ou vous l'aurez à la fin de la présentation. Donc, comment allons-nous détailler du coup ce vaste sujet? Nous l'avons scindé en 6 grands points. Tout d'abord, Adjara va nous parler des bases juridiques du bail commercial. Ensuite, nous allons voir comment conclure un bail commercial, sa durée, comment le renouveler, comment également y mettre fin. Ensuite, nous allons voir quels sont vos recours en cas de litige et de contentieux. Et ensuite, en dernier point, nous ferons un point sur les actualités et les évolutions récentes ou à venir qu'il faudra prendre en compte dans la conclusion d'un bail commercial. Du coup, nous pouvons commencer, Adjara, si tu le veux bien, avec les bases juridiques et dans un premier temps, une définition du bail commercial. Merci Mylène pour cette belle présentation. Alors effectivement, là, on va faire un panorama un peu global du bail commercial, mais chaque situation est spécifique, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels pour prendre conseil si besoin. Pour définir tout d'abord ce bail commercial, comme tu viens de le dire à très juste titre, il s'agit d'un contrat, donc il y a bien une relation entre un propriétaire et un locataire. Ce locataire, il est particulier. Il doit exploiter ce local à des fins commerciales, artisanales ou industrielles. Tout ça, c'est bien défini par le Code de commerce. C'est l'article L 145-1 du Code du commerce qui vient apporter cette définition du bail commercial.
C'est un statut particulier qui, du coup, a ses spécificités. Et là, en l'occurrence, on parle du bail commercial 3, 6, 9, et donc il pourra être renouvelé par le locataire tous les 3, 6 ou 9 ans, date à laquelle il pourra mettre fin éventuellement à ce contrat. Le bail commercial, il nécessite aussi l'exploitation d'un fonds de commerce. On a cette notion d'activité commerciale, industrielle ou artisanale, mais on a aussi l'exploitation d'un fonds de commerce. On va voir juste après, plus en précision, la différence entre le bail et le fonds de commerce. Nous allons faire un petit parallèle entre deux baux plébiscités du coup par les professionnels, le bail commercial versus le bail professionnel. Et oui, parce que le bail commercial, il a un statut bien particulier, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Il ne faut pas le confondre avec le bail professionnel. Le bail professionnel, lui aussi, c'est un contrat entre un propriétaire et un locataire, mais le bail professionnel, il a une liberté contractuelle qui est beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'il est régi par une autre loi, c'est la loi du 23 décembre 1986, et il y a certaines dispositions du Code civil, mais il reste très très large, ce bail professionnel. Tout est prévu au cas par cas dans le contrat. Notamment, la durée du bail ne va pas être la même. Pour un bail professionnel, c'est 6 ans minimum, alors que pour la bail commercial, on est sur une durée plus longue, 9 ans. Tout ce qui va être au niveau de la révision du loyer, ça va être prévu par le contrat, ça ne sera pas imposé par la loi. Et puis le renouvellement également est possible à tout moment, avec un préavis de 6 mois. Dans le cadre du bail commercial, la résiliation anticipée, elle est impossible. Donc on a vraiment un statut qui est différent. On pourrait parfois confondre en disant commercial, professionnel, c'est à peu près la même chose, mais les conséquences juridiques de la qualification du bail, elles seront vraiment très différentes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le bail commercial, c'est l'activité commerciale, industrielle et artisanale. Pour le bail professionnel, c'est toute personne qui est inscrite sur le registre des commerces et des sociétés. Alors, je crois qu'il existe d'autres types de baux, du coup, notamment le bail précaire, le bail commercial dérogatoire. Tout ça, on vous invite vivement à télécharger notre dossier dédié pour voir quelles sont les nuances et quels sont les avantages de chacun et quel est le bail, du coup, qui correspond le mieux à votre activité. Voilà, c'était important pour nous de faire vraiment le distinguo entre commercial et professionnel qui sont du coup parmi les plus courants. Restons du coup sur le bail commercial et est-ce que tu peux nous décrire, Adjara, quels sont ses avantages ? Oui, bien sûr. Alors, avantage déjà pour le locataire, puisque lui, il a une durée assez longue, 9 ans. Il a aussi un droit de renouvellement. Donc, pour le locataire, le grand avantage du bail commercial, c'est la pérennité. On sait qu'on vient installer son entreprise. On ne va pas être mis à la porte du jour au lendemain. Cet avantage peut aussi être un avantage pour le bailleur, d'ailleurs, qui, lui, est au courant que son locataire va rester un moment dans les lieux et qu'il ne va pas être obligé tous les ans de chercher un nouveau locataire. Donc, c'est vraiment cette stabilité qui est l'avantage principal du bail commercial. D'accord, merci. Désormais, rentrons dans la deuxième grande partie. Comment conclure du coup ce bail commercial et dans un premier temps, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les négociations et la rédaction du contrat en tant que tel ? Alors, effectivement, pour exister, ce bail commercial doit prendre la forme d'un contrat. Alors, ce contrat, rien n'impose, dans la loi en tout cas, qu'il soit écrit. Il n'y a aucune loi qui vient dire le bail commercial doit forcément être écrit. En revanche, dans la pratique, lorsqu'on fait un contrat oral, un contrat verbal, ça va être très difficile de prouver l'existence de certaines clauses. Et c'est aussi difficile d'anticiper tous les différends qui pourraient survenir à l'occasion de l'exécution du contrat de bail. C'est pour ça que dans la pratique, on fait souvent un écrit. Comme ça, dès qu'il y a un souci, on se reporte à l'écrit pour pouvoir trouver la solution et appliquer les clauses qui s'appliquent.
Pour exister, donc il faut donc qu'il y ait ce contrat, il peut être écrit ou oral, de préférence écrit. Il faut que l'immeuble ou le local ait un usage commercial, artisanal ou industriel, ça on l'a vu. Il faut qu'il y ait cette exploitation du fonds de commerce dans le local. Le fonds de commerce, ça va être tous les éléments corporels et incorporels qui servent à exercer la profession. Donc ça peut être les machines, ça peut être un réfrigérateur si c'est dans le domaine de la cuisine, ça peut aussi être des choses immatérielles, le nom de la marque, ce genre de choses. Tout ça, ça rentre dans le fonds de commerce, donc il faut bien que ce soit présent. Et puis, il faut également que le preneur, que le locataire, soit immatriculé, soit au registre du commerce et des sociétés, soit au registre national des entreprises. On fait bien ici affaire avec un professionnel, on n'est pas du tout sur un bail d'habitation. Toutes ces conditions-là, les 4 conditions que je viens de vous citer, elles sont cumulatives. Donc, il faut que les 4 soient respectées pour que le bail soit qualifié comme un bail commercial. Ok. Donc, le bail écrit est-il obligatoire? Tu nous as donné la réponse. Qui doit payer les frais de rédaction? Mais justement, comme rien n'est prévu dans la loi, le bail écrit n'est pas obligatoire, eh bien la loi ne prévoit pas non plus qui doit payer les frais de rédaction de l'acte notarié. En pratique, les faits sont partagés entre le locataire et le bailleur, mais rien n'interdit de prévoir que tous ces frais de rédaction soient payés en totalité par l'une ou l'autre des parties. Il est aussi souvent recommandé d'enregistrer ce document, cet acte notarié, auprès du centre des impôts. Cela permettra de lui donner une date certaine. On est sûr que ça a été enregistré à telle date. Pour après calculer les différents délais, on a cette date de départ au centre des impôts qui peut bien sûr servir de repère. Très bien. Et quelles sont les obligations et les droits du bailleur et du locataire? Eh bien, comme tout contrat de bail, bien sûr, le locataire a l'obligation de payer son loyer. Le propriétaire, lui, doit mettre à disposition le local qui a été convenu. Et du coup, je crois justement, en parlant de paiement, que la loi ne fixe pas de type de paiement. Exactement. Donc, c'est le contrat qui va prévoir si le loyer doit être payé à terme échu ou à échoir. Au début, à la fin du mois, ça, c'est pas prévu par la loi. On fait au cours des négociations un accord. Et par contre, une fois que c'est rédigé dans le contrat, il faudra se tenir à cette date de paiement. Tout retard de paiement, bien sûr, qui causerait un préjudice au propriétaire, pourrait justifier une réparation. Donc, bien sûr, dès lors que les obligations sont fixées dans le contrat, elles doivent être respectées. Et qu'en est-il du coup du dépôt de garantie? Le bailleur, donc au moment de la signature, il peut demander le paiement d'un dépôt de garantie. Ça sert bien sûr à garantir la bonne exécution du contrat. Et donc, si le locataire ne respecte pas ses obligations, il pourra conserver cette somme. Cette somme, en principe, si tout se passe bien, elle est restituée à la fin du bail. Il faut savoir que le dépôt de garantie, il n'est pas obligatoire. Alors, il peut être prévu, mais il n'est pas obligatoire. Il n'est pas non plus limité dans son montant, mais dans la pratique, en fait, si le montant dépasse 2 fois le montant du loyer, eh bien, le propriétaire doit verser des intérêts au locataire. Donc, bien souvent, c'est ces 2 mois qui sont pris en référence, pas plus, ça ne va pas en l'avantage du propriétaire, pas moins pour quand même garantir une certaine sécurité. Merci beaucoup. Et du coup, dans les obligations et les droits, on va parler un petit peu des travaux. Que faire du coup si votre bailleur vous demande d'effectuer des travaux à votre charge? Est-ce une obligation de les faire? Comment ça se passe? Alors effectivement, c'est la loi du 18 juin 2014 qui impose, en fait, pour tous les baux signés depuis le 1er septembre 2014, de dresser un inventaire qui doit être précis, qui doit être limitatif, de toutes les catégories de charges liées à ce bail. Donc, en principe, les travaux, ils rentrent dans ces charges-là. Dans le cas où les travaux ne seraient pas précisés dans le bail, eh bien, les dépenses d'entretien, les réparations courantes sont à la charge du locataire.
Le seul cas d'exonération où le locataire pourrait demander le paiement à son propriétaire, c'est en cas de vétusteté, de force majeure ou de vice de construction. Dans ce cas-là, le propriétaire pourrait avoir à payer les travaux. Ou alors, comme on a dit qu'il y a quand même cette relation contractuelle, s'il y a une clause qui vient expressément dans le bail prévoir que tous les travaux sont à charge du propriétaire, eh bien c'est bien sûr cette clause qui s'applique. Si le locataire, lui, ne fait pas les travaux qui lui sont imposés, eh bien à la fin du bail, le propriétaire pourra soit refuser le renouvellement, vous n'avez pas fait les travaux, eh bien fin du bail au bout des 9 ans, soit il pourra demander réparation en conservant par exemple le dépôt de garantie ou en demandant la prise en charge des réparations à l'issue d'état des lieux de sortie directement au locataire. D'accord, merci beaucoup. Locataire veut réaliser des travaux d'aménagement intérieur sans modifier la construction. L'accord du bailleur est-il obligatoire? Alors, dans les faits, c'est toujours bien d'informer son bailleur. Il faut vérifier quand même dans son contrat s'il y aurait une clause qui viendrait expressément dire que l'accord du bailleur est nécessaire. Mais quand ça ne touche pas la structure, l'accord du bailleur n'est pas requis, en tout cas au niveau légal, sauf si clause contraire, hein, ça je le précise bien. Donc, dès lors qu'il va s'agir de gros travaux, là tu m'évoquais des constructions existantes, des travaux de rénovation extérieure de la façade. Là, en l'occurrence, comme c'est des charges qui sont normalement à la charge du propriétaire, bien sûr, il faut l'informer pour qu'il puisse lui-même faire réaliser les réparations. Ça va vraiment concerner tout ce qui est ravalement des murs de soutènement, des clôtures, des voûtes, des charpentes, de la toiture, tout ce qui va venir toucher la structure. Pareil, dès lors qu'il y aura une vétusteté, ça, que ce soit de la structure ou que ce soit quelque chose de plus petit, dès qu'il y a une notion de vétusteté, c'est vieux, c'est ancien, ou qu'il s'agisse d'un cas de force majeure, tout a été détruit par une tempête, à nouveau, cela va concerner le propriétaire. Donc on est obligé de l'informer si on veut qu'il prenne en charge. C'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup Adjara. Je reviens un tout petit peu en arrière sur la rédaction du document puisque nos participants ont quelques questions dessus. Est-ce que le bail commercial doit forcément être validé par un notaire? Est-ce qu'il peut être rédigé par un avocat? Oui, alors effectivement, comme on le disait, l'écrit n'est pas obligatoire. Mais quand écrit il vaut mieux que ce soit fait par acte authentique. Donc un acte authentique, c'est devant notaire ou par acte sous seing privé. Donc ça, c'est un acte contresigné par un avocat. Comme ça, bon, déjà, on sait que les clauses sont bien rédigées et que ça évite des confusions et des interprétations possibles à l'avenir. Et puis, ça permet aussi, voilà, chacun ait un exemplaire original, donc pas de modification possible par la suite. Après, comme on le disait, ce n'est pas prévu par la loi, donc si on veut juste rédiger sans se faire assister d'un professionnel, c'est possible. C'est juste que s'il y a des contestations à l'avenir, c'est toujours bien d'avoir l'égide d'un notaire ou d'un avocat qui pourra venir confirmer que les négociations se sont bien passées et qu'il n'y a pas eu de déséquilibre dans la rédaction de ce bail. C'est très clair, super. On peut passer du coup maintenant aux clauses essentielles qu'il faut inclure dans le bail commercial. Et oui, très important. Et justement, c'est bien sur ces points-là que l'avocat ou le notaire peuvent être des acteurs clés, puisque la rédaction d'une clause, c'est jamais facile quand on n'est pas dans le métier. Et là, notamment, des clauses qui existent assez régulièrement dans les baux commerciaux. On a par exemple la clause de formalité. La clause de formalité, elle viendrait dire justement qu'en cas de cession, eh bien, elle doit absolument être faite devant un notaire ou en présence du bailleur. Ça vient imposer des formalités supplémentaires en cas de cession de ce bail. Il y a aussi une clause d'agrément. Clause d'agrément, ça serait le bailleur doit donner son accord sur la personne, sur le nouveau locataire qui va arriver. Donc, si ce n'est pas expressément prévu, on n'est pas obligé de lui demander. S'il y a cette clause d'agrément, ça permet quand même une sécurité supplémentaire pour le propriétaire. Une clause d'accord aussi peut exister. Voilà, là, le propriétaire doit juste émettre un accord écrit
pour dire que c'est bon, la vente est valide. Ou une clause un petit peu plus spécifique, une clause par exemple de destination des lieux. Là, ça serait une obligation de ne transmettre le bail qu'à une personne reprenant une activité identique ou similaire, pour que ça reste à peu près toujours dans le même cadre. Donc il y a vraiment une multitude de clauses comme ça qui peuvent être insérées. Il faut quand même faire très attention. Par exemple, une clause qui viendrait interdire purement et simplement la cession du droit au bail, eh bien, ce type de clauses, elles sont considérées comme abusives, c'est-à-dire qu'elles sont réputées non écrites. Donc on a beau l'avoir écrit, on a beau l'avoir signé, c'est comme si elles n'existaient pas, parce qu'elles créent un déséquilibre significatif. Donc c'est pour ça que la représentation, enfin l'accompagnement par un notaire ou un avocat n'est pas obligatoire, mais si on essaie d'y insérer ce type de clause, c'est toujours mieux qu'il y ait une validation d'un professionnel. Merci Adjara. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus également sur la clause de solidarité? Oui, bien sûr. La clause de solidarité posée par la loi Pinel en 2014 est venue en fait nous donner une nouvelle disposition, une disposition qui est d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger, même si on écrit l'inverse dans le contrat, ça ne marche pas. C'est d'ordre public, ça s'applique dans tous les cas. Et elle vient dire qu'une clause de solidarité, elle doit être limitée dans le temps. Et là, la jurisprudence est venue préciser que la clause de solidarité, elle jouera pendant 3 ans à compter de la cession. Donc, ce n'est pas possible de prévoir une solidarité qui dure 5, 10, 15 ans. Pareil, c'est dans un but d'équilibre entre les deux pour éviter qu'il y ait de trop grandes différences. Très bien. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler du coup de la clause d'indexation sur le loyer et notamment le recours pour un bailleur qui aurait omis de mettre cette clause-là dans son bail? Oui, exactement. Clause d'indexation de loyer qui est assez classique dans le bail commercial. C'est juste une clause qui viendrait donc modifier le montant du loyer en fonction d'un indice. Il faut savoir déjà que cette clause qu'on appelle d'échelle mobile, parce que ça vient justement modifier le montant du loyer, elle doit aller dans les deux sens. On ne peut pas faire une clause qui n'augmenterait, qui irait que à la hausse. Si elle va à la hausse, elle peut aussi aller à la baisse. Ça, déjà, c'est important, parce qu'une clause qui prévoirait que le loyer ne peut être révisité qu'à la hausse, pareil, elle sera nulle. Elle n'existe pas. En l'occurrence, c'est souvent l'indice des loyers commerciaux, l'ICL, qui est pris en indice de référence pour calculer cette évolution. Ça peut également être l'indice des loyers des activités tertiaires. C'est quelque chose qui est envisageable. En revanche, depuis 2014, il n'est plus possible d'utiliser l'indice du coût de la construction, l'ICC. C'était possible avant, mais pour tous les baux conclus depuis 2014, plus possible de se baser sur cet indice. Oui. Bon. Une autre clause dont on a beaucoup de questions dessus, c'est la clause de non-concurrence. Le locataire peut-il, du coup, exiger du bailleur cette clause-là? Alors, le locataire, il est parfaitement en droit de solliciter l'insertion d'une clause de non-concurrence, une clause d'exclusivité dans le bail commercial. Comme toujours, là on est dans la négociation du contrat, cette clause elle est librement négociée entre les parties et donc elle est valide que si les deux l'ont acceptée. Elle doit bien sûr être limitée dans le temps et dans l'espace, pareil à nouveau pour éviter qu'il y ait une disproportion dans les obligations de chacun. Merci beaucoup Adjara. Nous allons passer maintenant à la durée et au renouvellement de ce bail commercial. Quelle est la durée légale du coup du bail commercial? Alors, la durée minimale du bail commercial, c'est de 9 ans. Du côté du propriétaire, lui, c'est sûr que pendant 9 ans, il doit laisser son bien à disposition. Le locataire, en revanche, c'est là la petite spécificité, il peut venir donner congé à l'issue d'une période triennale, tous les 3 ans. C'est pour ça qu'on parle de ce bail 3-6-9.
Ça, c'est que du côté du locataire. Pour faire cette demande de congé, c'est soit par lettre recommandée à l'accusé de réception, soit par acte d'huissier, mais il doit respecter un préavis. 6 mois avant la date d'échéance, il doit avoir informé son propriétaire qu'il veut donner congé à l'issue de cette période triennale. Merci. En ce qui concerne le renouvellement, quelles sont les conditions et la procédure? Alors, effectivement, c'est ce qu'on disait un peu au début dans les avantages. Ce statut avantageux des baux commerciaux, il permet d'assurer la pérennité de l'exploitation dans les lieux, puisque, on vient de le voir, la durée ne peut pas être inférieure à 9 ans. Si le bailleur ne présente pas de refus, eh bien, il est présumé avoir renouvelé. Donc, il ne peut pas s'opposer à ce que le locataire se maintienne dans les lieux. Si, au contraire, il souhaite mettre fin, donc ne pas procéder à ce renouvellement, eh bien, il y aura une indemnité d'éviction qui devrait être versée au locataire. Le fait qu'on le mette un peu à la porte, eh bien, ça lui crée un préjudice, donc le propriétaire doit indemniser ce préjudice. D'accord. Avant de revenir plus longuement sur l'indemnité d'éviction, justement, petite question du coup pour le renouvellement. Lors du renouvellement, est-ce qu'on peut changer les conditions du coup du contrat? Est-ce que c'est le moment de renégocier certaines clauses? Est-ce qu'on peut le faire? Alors oui, bien sûr, on peut le faire. Le bail commercial, c'est un statut cadre, mais il y a quand même cette prévalence du principe de liberté contractuelle. Donc si à ce moment-là, il y a une nouvelle négociation qui peut être mise en place, c'est quelque chose qui est envisageable. Super. Du coup, on peut revenir sur l'indemnité d'éviction en cas de renouvellement. Y a-t-il des exceptions? Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Dans le cas où il y a un motif grave et légitime à l'encontre du locataire, ce dernier, par exemple, n'exploite plus un fonds de commerce, alors que c'est une condition essentielle, ou il ne paye pas son loyer. Toutes ces choses, s'il ne respecte pas ses obligations, ça peut venir justifier le non-renouvellement sans qu'il y ait besoin de verser une indemnité d'éviction. Dès qu'il est en faute, le locataire, il n'obtient pas cette indemnité-là. Et puis, deuxième possibilité où il n'y aura pas de versement d'une indemnité d'éviction, c'est le cas où l'immeuble est déclaré insalubre ou qu'il doit être démoli. Là, forcément, ça cause déjà un assez gros préjudice au propriétaire. Il ne peut pas en plus verser une indemnité d'éviction au locataire. Merci beaucoup, Adjara. Nous allons passer maintenant à notre quatrième grande partie, résiliation et fin du bail commercial. Donc, quelles sont les causes de résiliation anticipée du bail commercial? En principe, on attend la durée de 9 ans, mais on peut quand même obtenir une résiliation avant cette date, soit le cas où tout se passe bien, la rupture amiable. Le locataire est d'accord pour partir, le propriétaire est d'accord pour récupérer son local. Dans ce cas-là, on se met d'accord sur la rupture du bail à l'amiable, sur toutes ses modalités, à quelle date il va partir, est-ce qu'il y aura justement le versement d'une indemnité ou pas. Tout ça peut être négocié de façon amiable en dehors des délais impartis. Il y a quand même des cas bien spécifiques en cas de procédure collective, procédure de sauvegarde. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Et c'est vrai que la rupture amiable, elle a des petites spécificités. Et puis après, avant le terme, il y a la possibilité, comme on l'a vu, pour le locataire de partir au bout des 3 ans, cette période triennale, avec toujours ce préavis d'au moins 6 mois avant l'échéance de cette période. Et au terme du bail, au bout des 9 ans, le locataire peut mettre fin librement en respectant toujours un préavis qui est prévu dans le contrat. Du coup, quelles sont les procédures légales de résiliation? Donc, au terme du bail, tu viens de le dire. Après la période triennale? Oui, c'est ça. Alors, au terme du bail, c'est ça, c'est au bout des 9 ans. Après la période triennale, lorsque le bail s'est poursuivi, après la période initiale de 9 ans, sans congé ni renouvellement, le bail, il est prorogé tacitement. C'est ce qu'on a vu, si on ne s'oppose pas, ça se renouvelle. Pour y mettre fin, il convient toujours de respecter un préavis de 6 mois avant la fin
du dernier jour du trimestre civil. Ok, bon, toutes ces dates-là, tous ces délais, vous allez pouvoir bien sûr les retrouver dans le dossier. Mais en tout cas, une fois que les 9 ans sont passés, c'est un petit peu plus souple pour la résiliation. Très bien. Quelles sont les conséquences juridiques et financières de la résiliation? Déjà, il y a la fin du coup des obligations, évidemment. On arrive aux fins du contrat, donc fin de l'obligation de paiement du loyer, fin de l'obligation de la mise à disposition. Le bail commercial, comme on l'a vu, il prévoit souvent un dépôt de garantie. C'est le gage de sécurité pour le bailleur de la bonne exécution de ce contrat. Le dépôt de garantie, si tout s'est bien passé, il doit bien sûr être restitué à la fin du contrat. Si une partie de ce dépôt de garantie est conservée, le propriétaire doit justifier ce pourquoi il maintient une partie, ou la totalité d'ailleurs, du dépôt de garantie. Très bien, donc ça c'est dans le cas où tout le monde est d'accord. Mais s'il y a un litige ou un contentieux lié du coup au bail commercial, dans un premier temps, peux-tu nous parler un petit peu de la prévention et de la résolution amiable des conflits? Bien sûr. Comme on l'a vu tout au long de cette présentation, plus c'est finement rédigé, plus on a prévu toutes les situations dans le contrat, plus ça va être facile de régler le litige. On a un problème, on se réfère au contrat. Si le contrat prévoit telle chose, on a juste à appliquer ce qui est prévu. Donc voilà, le meilleur point pour éviter les litiges, ça serait de rédiger le bail avec beaucoup de précision. Et je fais une petite parenthèse du coup. Nous vous donnons le lien en fin de présentation sur notre exemple de bail commercial rédigé par nos juristes, qui est extrêmement détaillé et qui pourra du coup vous aider dans la rédaction de votre bail commercial. Exactement. Oui, hein. C'est vrai que là, la présentation est un petit peu rapide, mais il y a un modèle de courrier bien rédigé que vous pourrez bien sûr retrouver sur le site de Jury Travail. Du coup, on était sur les litiges qui pourraient survenir. Pour éviter les litiges, on essaie de rédiger le courrier au mieux, le bail au mieux. Et puis, s'il n'y a pas de possibilité de régler ça de façon amiable, eh bien, on peut bien sûr saisir les autorités compétentes. Dans un premier temps, un médiateur, en dernière tentative amiable, et puis au besoin, saisir les juridictions. Donc, quelles sont les actions en justice et recours disponibles en cas de litige? Souvent, les litiges les plus connus, c'est lorsqu'il y a un changement d'activité. Le locataire change d'activité, est-ce qu'il doit informer ou pas le bailleur? Est-ce que le bailleur peut dire « non, votre nouvelle activité, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas que ce soit cette activité dans les locaux ». Ça, c'est un problème qui se pose assez souvent. Et la Cour de cassation, donc la juridiction suprême en France, est venue répondre à cette question dans un arrêt de 2013, assez récent. Et donc, elle vient dire que le locataire, il doit exercer dans les locaux l'activité expressément prévue au contrat de bail. Il ne peut pas changer d'activité sans une autorisation expresse du bailleur. D'accord. Que se passe-t-il du coup si on veut un petit peu augmenter son activité? C'est-à-dire qu'on ne veut pas changer d'activité, mais juste l'augmenter, se diversifier plutôt, serait le terme exact. Doit-on avoir l'accord obligatoirement du bailleur? Alors effectivement, là, du coup, on parle de déspécialisation partielle. On vient juste compléter son activité. Alors, dans ce cas, on doit on doit informer, en tout cas, le bailleur. On n'a pas vraiment besoin de son accord. On n'est pas là sur un changement total d'activité. On le complète, donc on l'informe sans avoir besoin de son accord. Si, bien sûr, le propriétaire, parce que ça peut être qualifié différemment. Qu'est-ce que étendre l'activité? Qu'est-ce qu'un changement d'activité? Pareil, s'il y a un désaccord, c'est les juges qui, au cas par cas, apprécient le caractère connexe ou complémentaire d'une activité au regard de celle qui est prévue initialement dans le contrat. Donc là, pour apprécier ça, les juges se réfèrent aux usages commerciaux de la profession en question.
Merci Edjara. Nous allons parler maintenant des jurisprudences récentes et des tendances dans les litiges relatifs aux baux commerciaux, et notamment une question qui revient de manière très récurrente sur la sous-location. Le locataire peut-il sous-louer son local commercial? Alors, le locataire, il a la possibilité de sous-louer, mais du coup, le sous-locataire, lui, n'aura pas vraiment de contrat avec le véritable propriétaire. Donc, en ce sens, le locataire principal ne peut pas conférer plus de droits que ce qu'il dispose à l'égard de son ou sa sous-locataire. Par exemple, il ne peut pas garantir un droit au renouvellement qui dépasserait la date à laquelle son bail principal arrive à son terme. Donc, en principe, la sous-location d'un local commercial, qu'elle soit totale ou partielle, elle est interdite, sauf s'il y a une clause contraire prévue dans le bail ou que le bailleur donne expressément son autorisation au moment opportun, même s'il n'y a pas de clause. Donc, s'il donne son accord, à ce moment-là, ça aura aussi une valeur. Si une clause, au contraire, était directement stipulée dans le contrat, le preneur, le locataire, il doit quand même informer son bailleur de l'état relatif à la sous-location. Dans les cas. Ouais. Super. Du coup, désormais, quelles sont les actualités, les évolutions récentes, et notamment sur les réformes législatives? Ouais. Justement, sur ce point-là de la sous-location, eh bien, la Cour de cassation très récemment, enfin c'était la Cour d'appel d'ailleurs, Cour d'appel de Paris en 2020, qui était venue dire que bon, faut que le locataire principal informe son bailleur qu'il va y avoir un sous-locataire. Si ce n'est pas le cas, le contrat de sous-location peut être résilié par le bailleur. Ça, c'est la Cour d'appel de Paris qui est venue le dire récemment en 2020. Donc c'est pour ça que même si on n'a pas forcément besoin de l'accord, c'était prévu dans le contrat, il faut toujours qu'il y ait cette information, sinon au risque de voir ce contrat de sous-location résilié. Au niveau des avancées législatives, on a pas mal parlé de la loi de 2014 qui est venue préciser un petit peu le bail commercial, notamment en ce qui concerne aussi les clauses résolutoires. Clause résolutoire, ça permet d'agir dès lors qu'il y a un manquement contractuel de la part du locataire, souvent c'est en cas de non-paiement des loyers. Et bien cette clause résolutoire, elle permet de résilier directement le contrat de bail dès lors qu'il y a un manquement et une obligation. Et donc la jurisprudence, elle est venue réguler pour éviter les excès et pour éviter les résiliations intempestives. Donc ça, il y a eu pas mal de décisions, notamment en 2021, le 11 mars 2021, la Cour de cassation était venue préciser que peu importe la gravité du manquement, tant que l'obligation du locataire est visée par la clause, le bail peut être résilié. Du coup, on a l'impression que bon, c'est encore plus insécure pour le locataire. Dès que l'obligation n'est pas respectée, le bail est résilié. Eh bien non, elle est venue dire que dès que l'obligation visée par la clause, donc la clause doit viser telle ou telle obligation. On ne peut pas juste mettre une clause disant dès qu'il y a un manquement, je résilie le bail. Il faut que ce soit précis pour éviter justement les excès. Merci, c'est très clair. Et du coup, quelles sont les nouvelles tendances et pratiques dans le domaine des baux commerciaux? Notamment par exemple, on a une question sur le stationnement de la clientèle sur le parking d'une copropriété. Oui, d'accord, effectivement. C'est des pratiques qui au fur et à mesure sont affinées, voilà, par la jurisprudence, notamment là l'exemple d'une stationnement de la clientèle sur le parking. Eh bien, c'est le règlement de copropriété qui fixe les règles de fonctionnement applicables à l'ensemble de l'immeuble.
Mais c'est également les droits et les obligations de chaque copropriétaire, du coup, de respecter ce règlement. Et quand on met, du coup, ce local en copropriété en location, eh bien, ils doivent se référer au règlement, puisqu'il est bien évidemment opposable aux copropriétaires, aux propriétaires en l'occurrence, mais aussi à la personne à qui il met à disposition son bien. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a rien de prévu, eh bien, le syndic de copropriété doit faire voter en assemblée générale les copropriétaires pour qu'une mesure soit prise, avec les modalités d'ouverture, de fermeture. Par exemple, la clientèle peut venir sur le parking pendant les plages horaires d'ouverture, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le propriétaire lui-même qui pourra imposer, c'est pas une relation entre le locataire et le propriétaire, mais c'est bien le syndic de copropriété qui doit intervenir pour faire respecter le règlement et au besoin en créer un. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est depuis la 2017, au fur et à mesure que les différentes jurisprudences sont venues affiner ce point. Et en cas de manquement, bien sûr, la responsabilité peut être engagée. Ça, c'est ce qu'est venu dire la Cour de cassation en 2017. D'accord. Autre question. Le bailleur se rétracte et refuse de signer. Quel est le recours, du coup, là, pour le locataire? Alors, dans ce cas, il faut vraiment venir distinguer si la proposition a été acceptée ou non par le locataire. Si le preneur ne s'est pas manifesté suite à la proposition du bailleur, on est dans une négociation. On est à l'état d'offre contractuelle. S'il y a eu une offre et qu'il n'y a pas eu d'acceptation, le bailleur, il peut se rétracter à tout moment, sous réserve, bien sûr, que la rétractation, elle intervienne à l'expiration du délai imparti. Donc ça, c'est vraiment le propriétaire qui vient dire, je vous laisse jusqu'à la fin de semaine pour me répondre si vous voulez le local ou pas. La personne ne répond pas, le propriétaire peut se rétracter. Par contre, dans le cas où, dans ce délai imparti, le locataire, il accepte la proposition du bailleur, eh bien, dans ce cas-là, on a une offre, une acceptation, et le fait qu'il y ait offre et acceptation qui se rejoignent, ça suffit pour créer un contrat. Même si rien n'est signé, même si on n'est pas encore allé devant le notaire, le simple fait qu'il y ait cette offre et cette acceptation, ce sera suffisant pour que le contrat soit créé. Et là, quand on a un contrat, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué, puisque il faudra une certaine procédure pour mettre fin à ce contrat. Et le fait donc de cesser les relations une fois qu'il y a eu cette acceptation, ça peut causer un préjudice au locataire qui a perdu du temps, qui n'a pas pu chercher un autre local. Et donc, le propriétaire pourrait se voir dans l'obligation d'indemniser son potentiel futur locataire s'il ne respecte pas l'engagement qu'il avait proposé. Et ça, la Cour de cassation, à nouveau en 2020, cette fois-ci, est venue très précisément répondre à ce point, et elle est venue confirmer que le bail commercial peut être verbal, un bail oral a une valeur, mais il faudra ensuite en apporter la preuve par tout moyen. Merci beaucoup, Adjara. Nous avons du coup fait une présentation très globale du bail commercial. Encore une fois, nous allons essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. On va un peu déborder sur le temps. N'hésitez pas vraiment à poser votre question avec le lien que vous enverra Élodie. Nos juristes vous répondent gratuitement et pourront traiter votre problématique ou question de manière très spécifique avec votre cas personnel. Quelques questions, Adjara, du coup, de nos participants. Le propriétaire veut me faire payer le renouvellement du bail. Est-ce normal? Alors, est-ce normal? Ça va dépendre de ce qui est prévu dans votre contrat. En principe, non. Il n'y a aucune disposition légale qui viendrait dire le renouvellement est soumis à tel montant. Par contre, si vous avez signé une clause qui vient dire le contraire, vous serez tenu à ce qui est prévu dans votre contrat. Mais en principe, non. Le renouvellement n'est pas payant. Voilà, donc vous devez vérifier du coup sur votre contrat
initial. Question concernant la retraite, sujet du coup dont on a beaucoup parlé cette année. Le locataire souhaite partir à la retraite, que devient le bail commercial? Alors, le bail commercial, il peut être soit cédé, donc le locataire lui-même trouve un repreneur et vient céder ce bail commercial, ou alors, selon les délais impartis, il peut venir mettre fin à ce bail. Donc, il vient demander soit une rupture à l'amiable, le propriétaire devrait comprendre que le départ à la retraite, c'est quand même un élément suffisant pour mettre fin au bail, soit attendre effectivement la fin du délai de 3 ans. Pour le locataire, c'est seulement 3 ans, et puis il demande son congé. Et en cas de décès du coup du locataire, que devient le bail commercial? Alors, en cas de décès, ça va être un petit peu la même chose. Ça va dépendre s'il y a repreneur ou pas. C'est les héritiers qui pourront s'occuper des formalités pour la reprise du bail en cas de décès du locataire. C'est très clair, merci. Et du coup, dernière question avant de nous quitter. Est-il nécessaire d'être immatriculé au registre des commerces et sociétés pour bénéficier de la protection du bail commercial? Alors, nécessaire, non. Recommandé, puisque comme on l'a vu dans les différentes conditions, il faut que le locataire soit un professionnel, qu'il exerce cette activité commerciale, artisanale, industrielle. Donc, l'enregistrement au RCS n'est pas obligatoire. Ça peut être un enregistrement sur un autre registre, registre national des entreprises, par exemple. Mais il faut quand même que le locataire puisse apporter la preuve de sa qualité de professionnel. Eh bien, merci beaucoup, Adjara, pour l'ensemble de ces réponses. Merci beaucoup à tous nos participants d'être venus à notre webconférence. Je vous recommande vivement de télécharger notre dossier, dont Élodie vous aura envoyé le lien, que vous retrouverez également dans la présentation, qui répond à l'ensemble des questions et détaille vraiment tous les cas particuliers du bail commercial. Vous pouvez également télécharger notre modèle de bail, rédigé par nos juristes et évidemment mise à jour des dernières lois en vigueur, et également notre modèle de lettre de résiliation du bail commercial que vous trouverez du coup sur notre site. Encore merci à vous de votre participation. Les webconférences du coup reviennent en septembre. Je vous souhaite un très bel été et une très bonne rédaction de vos beaux commerciaux. Au revoir. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir.